lundi 8 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, retour sur le week-end de course au Japon. Mais tout d'abord, je voulais prendre un court instant afin de vous remercier pour le succès que le F1 Podcast connaît, non seulement depuis sa création la saison dernière, mais plus récemment le début de cette deuxième saison où les chiffres sont de plus en plus au rendez-vous. On peut dire qu'ils ont littéralement explosé, qu'ils sont impressionnant, selon les dires de spécialistes dans le domaine du podcast, qu'on a eu la chance d'avoir des discussions avec eux au cours des dernières semaines. Ils nous disaient que c'est très impressionnant pour un balado québécois qui se concentre uniquement sur un sport qui n'est pas le hockey, de connaître ce genre de progression-là aussi rapide seulement à sa deuxième saison et de continuer d'avoir des gens qui s'ajoutent. Là. On est capable même de recevoir énormément de nouveaux auditeurs à chaque épisode. Donc, ils ont trouvé ça très impressionnant et je pensais que c'était important de vous transmettre le message parce que ce succès-là, il vous appartient. Il vous appartient parce que vous avez vraiment embarqué dans l'aventure. Vous avez pris la peine de nous ajouter, de nous suivre sur Spotify, d'appuyer sur la cloche qui permet de recevoir des notifications afin de ne pas manquer nos nouvelles publications, en nous suivant sur Facebook, en vous abonnant à notre page, en ajoutant des mentions j'aime, des commentaires, en partageant la page, en partageant des publications, en parlant à vos amis. Mais ça fait que cette communauté-là de F1 continue de grandir et on est maintenant écouté dans 18 pays à travers le monde, incluant le Canada. Donc, je trouve ça très impressionnant. Je vais même vous saluer là, que vous êtes de la France, des États-Unis, du Chili, du Brésil, de la Belgique, de la Suisse, du Mexique, Luxembourg, l'île Maurice, Madagascar, Algérie, Royaume-Uni, île de Réunion, Gabon, Espagne, Cameroun et Monaco. Eh bien, considérez-vous saluer et remercier. Vous êtes dans cette aventure-là. On vous voit. On a accès à ces chiffres-là. Vous pouvez même nous écrire. Ça nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir vous êtes qui, de connaître notre auditoire. Ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire à chaque semaine, à partager vos opinions, que ce soit juste pour nous dire, écoute, je vous écoute de là, puis là, je sais pas, des mots d'encouragement, que ce soit des conseils, quoi que ce soit. Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. Donc, gênez-vous pas là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, n'importe quand vous avez un petit moment de nous écrire, que ce soit sur Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous lire et je réponds à tout le monde. Vous pouvez demander à n'importe qui envoie un message et reçoit une réponse, puis c'est assez rapidement normalement. Donc, sans plus tarder, eh bien, c'est le temps de lancer notre 11e épisode de la saison avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, si vous vous rappelez, vendredi, lors de notre épisode, vous savez, je vous mentionne souvent que je ne suis pas un grand amateur de parler de ces fameuses rumeurs qui entourent le monde de la Formule 1. Et c'est un peu fou, là, depuis, je dirais les dernières années, mais depuis le début de cette saison-ci, là, on a énormément d'informations qui sortent d'un peu nulle part, qui sont repartagées et partagées sur plusieurs pages, qui apparaissent un peu là dans les réseaux sociaux de tout le monde. Et ça devient que ça prend un peu toute l'attention de ce qu'il y a d'intéressant. Et ici, au F1 Podcast, on essaie un peu d'éviter ça, mais suite à la demande de plusieurs auditeurs, de vous envoyer des messages, je dis pourquoi vous parlez pas de ça, pourquoi vous parlez pas de ça. Puis vous savez que moi, c'est très important. Là. Il n'y a rien de plus important que ce que vous nous demandez. J'apporte une attention très particulière aux auditeurs du F1 Podcast, à nos membres, à nos followers. Donc, pour faire plaisir, la semaine dernière, j'ai parlé un peu là, de la rumeur qui entourait Adrian Newey et Aston Martin. Je pense que comme je vous dis, moi, mon opinion à moi, je pense qu'il y a tellement de sujets intéressants et de choses véridiques qu'on peut parler, qu'on peut commenter, qu'on peut élaborer dessus, que quand on commence à parler un peu des rumeurs, ça vient un peu prendre le temps de d'autres sujets intéressants. Mais en même temps, quand ça devient que ça prend toute l'actualité et que ça vous intéresse d'en entendre parler ou de savoir ce qu'on en pense ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je pense que je comprends l'importance d'en parler, d'ajouter ça à nos épisodes. Donc, c'est pour ça que non seulement je l'ai fait vendredi, je vais continuer de le faire dans le futur aussi. Pour ce qui est là, justement du sujet Adrian Newey, avec Aston Martin, je vous dis un peu ma façon de penser de ça, que oui, il y a peut-être
certaines choses qui pourraient se produire à travers de ça. Je pense que c'est le travail de Lawrence Stroll d'essayer d'acquérir les services de quelqu'un comme Adrian Newey, mais là, ça a été démenti. Eh bien, encore une fois, là, un média allemand qui avait garoché ça dans les dernières semaines, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait parler. Ben, disons que faut pas toutes les mettre dans le même bateau, là, mais du côté allemand, là, depuis le début de la saison, là, il y a plus de faux que de vrais qui sort là, dans leurs grosses nouvelles, mais ça fonctionne, ça attire des clics, ça attire des nouvelles personnes qui suivent leur page, des gens qui repartagent ces informations-là, qui finissent par penser que c'est vrai. Donc, d'une certaine façon, je comprends dans la business qu'ils veulent essayer d'aller chercher avec ça, mais en même temps, moi, ça fait qu'ils touchent un peu leur crédibilité. Là, puis moi, je retiens leur nom à ces médias-là. Puis après, ben, c'est ça. Ils sont plus dans ma liste, disons. Mais tout ça pour dire. On avait avancé qu'on avait déposé là, une somme de 100 millions de dollars à Adrian Newey de Red Bull pour acquérir ses services pour la saison, que ce soit même la saison prochaine ou en 2026. Eh bien là, Aston Martin directement, plus précisément son directeur d'écurie Mike Crack est venu démentir fermement la rumeur en disant qu'on n'avait fait aucune offre à Adrian Newey et qu'on est très satisfait de l'équipe technique qu'on a en place. Vous savez, on avait été chercher là, dans les dernières saisons, on avait été chercher Dan Fellows qui vient de chez Red Bull, qui est un cerveau en F1 aussi, souvent méconnu parce qu'il travaillait un peu dans l'ombre justement du magicien Newey. On n'en parle pas souvent, mais c'est lui qui a quelque peu transformé l'écurie depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il est parti justement de chez Red Bull pour être capable de voler de ses propres ailes et de venir un peu affirmer son succès et ses compétences dans le monde de la Formule 1, montrer vraiment ce qu'il sait faire, qu'il est capable qu'il n'y a pas seulement Adrian Newey, que lui aussi avait des bonnes idées et il a réussi à le prouver. Je pense qu'il n'est pas encore, là, on peut pas dire qu'il est à la hauteur là, de ce que Newey a accompli dans sa carrière, bien entendu, mais il a quand même, il faut admettre là, qu'il a quand même connu un certain succès depuis qu'il est arrivé là. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais on part aussi de loin. On forme une nouvelle équipe. On a établi une nouvelle usine, on commence à peine à développer la voiture qui est cette année qu'on voit en piste, mais elle n'a pas été entièrement conçue dans ce nouveau campus-là à la fine pointe de la technologie. Ça va être surtout la prochaine Aston Martin qui va l'être. C'est là qu'on va vraiment pouvoir en tirer des conclusions et peut-être être capable de plus évaluer sévèrement le travail qu'on va avoir fait, mais du moins ça revient à dire que pour l'instant ça a été démenti. Vous savez, en Formule 1, on le sait, là, c'est pas que ça veut pas dire que ça arrivera pas. On démentit bien des rumeurs que finalement ils se concluent par être vraies, sauf que à la base, qu'on ait pris la peine de le dire, on aurait pu juste dire on commentera pas là-dessus, ou même s'en vanter et dire oui, on a fait ça, puis continuer de sommer un peu la bisbille chez Red Bull, un peu la stratégie que Toto Wolff fait en mentionnant le nom de Max Verstappen couramment, comme si c'était sur le point d'être fait quand il y a aucune négociation qui ont été entamées, ben lui, son plan, sa stratégie, c'est un peu justement de déstabiliser son concurrent Red Bull. Mais Aston Martin, on n'a pas choisi d'aller vers ce sens-là. On a plutôt choisi de dire non, on a une bonne équipe, on veut pas déstabiliser notre équipe technique en leur disant on vous fait pas confiance, on va aller chercher une personne plus qualifiée, une personne avec plus d'expérience, un plus gros nom pour vous remplacer. Donc on n'a pas voulu là, on a voulu tout rassurer tout le monde tout de suite et de dire que non, pour l'instant, nous on n'a pas fait d'offre et c'est pas, on n'envisage pas d'en faire non plus, d'aller soutirer le grand Manitou derrière le succès de Red Bull, derrière l'équipe de création chez Red Bull Racing. Si vous avez écouté aussi l'épisode de vendredi, votre guide pour le Japon 2024, vous avez sûrement remarqué, là, il y a un moment dans l'épisode, on va faire ça là, tous les week-ends de course, on va vous donner les améliorations que les écuries apportent pour la fin de semaine. Donc, que ce soit de Alpine, que ce soit n'importe quelle écurie, qu'est-ce qu'on a apporté là, pour vraiment modifier notre voiture, pour ajouter en performance, et en même temps, ben là, vous savez, si jamais vous voyez une surprise, vous dites, telle écurie était beaucoup plus compétitive, mais au moins, vous êtes capable de dire, oui, on l'a su en écoutant votre guide du F1 Podcast, comme quoi ils ont un nouveau plancher, ils ont modifié quelque chose sur la carrosserie, un nouveau aileron avant, donc tous ces genres de détails techniques-là, ces caractéristiques-là qui ont changé, vous pouvez les savoir quand vous écoutez notre épisode du vendredi, là, qui vous fournit là, toutes les informations que vous avez besoin là, pour vraiment profiter pleinement de votre week-end de course. Eh bien, vous avez mentionné qu'il y avait 8 des 10 écuries qui avaient apporté des améliorations au Japon. Il y en a 2 qui n'en avaient pas, dont une d'elles, c'était Mercedes. Pourquoi Mercedes n'en a pas apporté? Ben, on a su un peu plus de détails. Là. Il y a des commentaires qui ont sorti du paddock de l'écurie allemande. On disait que pour l'instant, on veut se concentrer sur débloquer
trouver la fenêtre de performance sur notre W15, notre voiture 2024 qui sous-performe pour le moment. On pense pas qu'on a fait une mauvaise voiture. On pense que le succès est toujours là, est toujours possible d'aller le chercher. On pense qu'il faut seulement le débloquer. Donc, il faut simplement réussir à débloquer ces performances-là. Donc, c'est ce qu'on cherche toujours à faire. On ne voulait pas venir un peu troubler les données en apportant des améliorations, des modifications à la voiture quand on n'a pas réussi à régler certains problèmes. Un des problèmes qu'on a présentement, c'est que le train arrière, donc les deux pneus arrière, chauffent trop rapidement. Donc, à ce moment-là, ben, ça vient donner une usure prématurée sur la voiture. Ça déstabilise aussi l'adhérence, que ce soit vers l'avant de la voiture ou l'arrière de la voiture. Donc, ça vient faire glisser l'arrière de l'auto plus rapidement. Les pilotes perdent confiance. Du côté de Lewis Hamilton, ça semble encore plus vrai, parce que George Russell, là, avec son expérience qu'il y a eu un peu chez Williams, on est capable de dire que George est capable de mieux maîtriser une voiture instable ou une voiture imprévisible. Il répond mieux lorsqu'une voiture là est pas vraiment aiguisée à point. Du côté de Lewis Hamilton, je pense que ses saisons de succès, il a été gâté là, depuis qu'il est arrivé en F1. Il s'est assis dans une McLaren qui était performante dès le moment où il est arrivé en F1. Après ça, il y a eu des saisons un peu plus difficiles là, après son championnat. Puis après ça, il a retourné dans une Mercedes où c'était très, très performant, une très bonne voiture, qui est très aiguisée, vraiment qui était en mesure de compétitionner dès ses débuts. Donc à ce moment-là, je pense que le fait d'avoir une voiture là, vraiment imprévisible, dur à conduire, ben, il n'a pas vraiment ça dans son coffre à outils. C'est pas dans son bagage d'expérience. Du côté de Russell, ben, avec plusieurs saisons chez Williams, ben, lui, c'est tout ce qu'il connaît en F1 là, pour lui. Là. Il a commencé avec une voiture comme ça, donc il est capable de mieux réagir. Donc c'est ça, du côté de Mercedes, c'est pour ça qu'on n'a pas apporté d'amélioration. On n'a pas mentionné si on allait garder cette stratégie-là encore sur plusieurs semaines, si on avait réussi à régler vraiment les problèmes ou répondre aux questions du moins qu'on avait. Mais c'est la cause là, pourquoi que on faisait partie des deux écuries qui en avaient pas. Pour vous donner un petit peu, vous mettre en perspective un peu là, comment ça va pas vraiment bien là, dans les chiffres. Là, si on a sorti des statistiques là, qui regardent, qui démontrent les saisons dernières, là, du moins quand que la nouvelle réglementation est apparue en F1 en 2022. On parle de l'écart autour entre Mercedes et au Grand Prix de Bahreïn, que les statistiques ont été sorties. On parlait de 7 dixièmes autour dans une différence avec la Red Bull. En 2023, c'était toujours 7 dixièmes, c'était même légèrement supérieur en frais de différence. Et en 2024, on est rendu à 8 dixièmes de différence autour. Ça, c'était pour le premier Grand Prix de la saison. Pour le deuxième Grand Prix qui s'est tenu en Arabie Saoudite, eh bien, la première saison des nouvelles réglementations en 2022, on tournait avec 8 dixièmes de différence sur la Red Bull. En 2023, on avait encore 8 dixièmes de différence. Et là, lors du week-end en Arabie Saoudite de cette saison en 2024, ben, on avait encore 8 dixièmes. Donc, on a gardé la même écart. Là. Ça n'a pas bougé non plus pour le deuxième Grand Prix de la saison. Et le dernier week-end de course, avant celui qui vient de passer au Japon, celui en Australie, eh bien, en 2022, on avait 9 dixièmes d'écart. Et là, en 2024, on est encore à 9 dixièmes d'écart. Donc, ça n'a pas bougé. Là. On n'a vraiment pas réussi à retrouver, à diminuer cette fameuse écart-là, ce gap-là là, qui s'est créé là, depuis que la nouvelle réglementation est rentrée en place, depuis que Red Bull a pris son envol avec les faits de sol, et que du côté de Mercedes, ben, c'est tout le contraire. On n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce qu'on devait faire pour être capable de performer. Donc, cet écart-là n'a pas bougé. Oui, bien sûr, la Mercedes a progressé d'une certaine façon, sauf que la Red Bull a progressé aussi. Donc, ça reste toujours la même chose. La différence entre ces deux voitures-là reste la même. Autre nouvelle qui va vous faire des heureux. Je suis sûr que vous allez être heureux. Vous êtes nombreux à nous parler de Oliver Burman qui a fait ses débuts en Formule 1 en début de saison chez Ferrari en remplacement de Carlos Sainz qui avait dû être opéré d'urgence pour une appendicite. Eh bien, il se rapproche de ses débuts en Formule 1 et on a une preuve pour vous, c'est que l'écurie Haas va faire débuter. Lui, il est un membre de l'Académie des Ferrari Drivers, donc le Ferrari Drivers Academy. Eh bien, Burman a été confirmé comme quoi il allait participer à 6 séances d'essais libres au cours de la saison 2024. Donc, à 6 reprises en EL1, donc les essais libres 1, il va prendre le volant de l'écurie américaine et il va pouvoir continuer à déguiser ses réflexes. On va pouvoir continuer à l'évaluer. Puis je pense qu'on va lui donner le plus de temps possible parce qu'on a 2 pilotes qui ne sont pas sous contrat pour la saison suivante. Donc, on a 2 volants de disponibles chez Haas pour la saison 2025.
Du côté de Ferrari, vous savez, Lewis Hamilton s'en va là. On a déjà sécurisé les services de Charles Leclerc. Donc, on ne peut pas se permettre de donner un volant à Burman. On ne veut pas le laisser non plus trop longtemps en F2. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en Formule 1, même si une course ne veut pas dire que vous allez avoir une carrière. Parlez-en à Nick DeVries, qui avait connu des bons débuts chez Williams, mais après ça, ça a été une catastrophe un peu quand on l'a emmené chez AlphaTauri. Eh bien, pour l'instant, mais Burman a montré très très beau signe. On voit qu'il a un talent. Ça a été dur pour lui physiquement. Là, après la course, il a eu plusieurs problèmes de coups. Il a dû passer chez le Kiro, puis se faire placer un peu ça. Mais ça fait partie du métier. Là. Il a compris ce qui lui manque. Il va continuer à ajouter sur sa masse musculaire, ajouter sa condition physique pour être fin prêt pour la saison prochaine. Et en ayant ces petites séances-là, il va pouvoir continuer là, lui-même à savoir où il en est rendu dans sa progression pour être capable de sécuriser un volant en F1. Je pense, je l'avais mentionné en début de saison, j'allais mentionner dans plusieurs conversations qu'on pense que c'est pas mal fait qu'il va être chez Haas en 2025. C'est la façon de l'intégrer à la F1, de le préparer pour un futur chez Ferrari, de continuer à pouvoir de voir ce qu'il a dans le ventre, de voir s'il est vraiment qu'il est vraiment de matériel d'un pilote de Formule 1. Donc c'est ça. Dans les prochaines courses, là, ça va commencer à Imola. C'est le 17 mai qu'il va avoir sa première essai. Donc vous allez sûrement content de le revoir participer, conduire une des voitures les plus rapides au monde. Ben c'est ça, à ce moment-là, ben il va en avoir plusieurs autres au cours de la saison, mais ça va être à Imola en Italie le 17 mai qui va retrouver le volant d'une Formule 1 depuis la course qu'il a fait en remplacement de Carlos Sainz. C'est ce qui complète l'actualité. Maintenant, passons aux qualifications qui avaient lieu samedi au circuit de Suzuka. C'était samedi aux petites heures du matin que les voitures ont pris la piste afin de déterminer l'ordre qu'elles allaient occuper pour le Grand Prix de dimanche. Avant de passer à mes analyses, maintenant voici les grandes lignes, c'est-à-dire que c'est les Red Bull, sans surprise, qui ont sécurisé les 2 meilleures places du peloton avec Max Verstappen qui voulait faire prouver à tous les gens qui en doutaient que ça va prendre plus qu'un petit abandon ou un bris mécanique pour le déstabiliser ou venir un peu perturber sa confiance. Eh bien, lui qui a signé le meilleur temps de la journée devant Perez, Norris chez McLaren 3e, Sainz 4e à bord de sa Ferrari, Alonso 5e pour Aston Martin, Piastri 6e, Hamilton, qui pour la première fois de la saison a devancé son coéquipier George Russell, 8e pour Leclerc. Parlant de Russell, il est 9e. Tsunoda, encore une fois, a eu le dessus sur Daniel Ricciardo. Par contre, il faut mentionner que Daniel Ricciardo, qui s'est qualifié 11e, n'avait pratiquement pas eu de temps là, de temps d'essai libre parce qu'il avait dû laisser sa place au EL1 à une jeune recrue issue du programme de développement, le Red Bull Academy, le japonais Iwasa. C'est lui qui était dans la voiture pour l'essai libre 1 et dans l'essai libre 2, on n'a pratiquement pas eu de temps de pratique. Là. La température est venue un peu gâcher ça. Donc, il a eu seulement une pratique le samedi matin avant les qualifications pour trouver tous ces réglages. Il a quand même réussi à faire le 11e temps, tout juste derrière Tsunoda, Hülkenberg 12e dans sa Haas, Bottas 13e chez Sauber, Albon 14e chez Williams, Ocon 15e. Encore une fois, Ocon a le dessus sur Pierre Gasly. Il est rendu à 4-0 en 2024. Lance Stroll, 16e déception de la journée, mais en même temps, c'était pas très surprenant. Lance Stroll n'a jamais réussi à faire mieux qu'une 12e place au circuit de Suzuka. C'est un circuit qui est très technique, très demandant, qui demande des caractéristiques là, très importantes chez les pilotes. Il faut être capable de donner un temps, de produire un temps compétitif aussitôt qu'on le demande. Monter nos pneus en température, c'est pas la force de Lance Stroll et chaque petite erreur est payée très cher sur ce circuit-là. Là, tout est amplifié. Donc, on peut s'attendre à ça là, que Lance Stroll, normalement, il ne performe pas très bien en qualification, du moins au Japon. Du côté de Gasly, 17e, 18e pour Magnussen, 19e pour Logan Sargent et Guan Yu Zhou qui a eu des ennuis techniques. Là. Ça se continue un peu pour lui, là, une saison de misère avec, pas juste de sa faute. Là. Je pense qu'il y a énormément de problèmes dans cette voiture-là. Et donc, il a signé le 20e temps.
qu'est-ce qu'on peut en soutirer de ça? Quelle sorte d'analyse on peut faire? Ben, on peut faire que Logan Sargent, faut mentionner, il avait la vieille voiture. Donc, on est obligé, là, on avait des améliorations pour le week-end. On avait mentionné un peu là, vendredi qu'on avait apporté des ailerons qui étaient mieux pour les caractéristiques du circuit. Puis on avait un peu changé, modifié l'aileron avant là, pour mieux répartir le flux d'air, là, dans le fond, l'écoulement d'air autour du pneu. On voulait envoyer ça pour empêcher là, le grainage, donc l'usure prématurée sur les pneus avant. On avait modifié ça, mais du côté de Logan Sargent, à cause de son escapade hors piste, où il a endommagé sa voiture, ben, on est obligé de retourner à l'ancienne. On n'avait pas assez de pièces, là. C'est un problème, là. Faut croire que je pense que ça va être le titre de l'histoire chez Williams en 2024. On manque de pièces. Et bien, à ce moment-là, on est obligé de remettre l'ancienne aileron, de remettre toute l'ancienne configuration de la voiture parce qu'on n'avait pas, on pouvait pas se permettre de lui donner les nouveaux modèles. On n'en avait pas suffisamment en stock. Fait qu'à ce moment-là, eh bien, Logan Sargent avait la vieille voiture. Est-ce que ça a vraiment affecté son week-end? Je pense que non. Je pense que sa confiance avait été grandement ébranlée avec sa sortie de piste lors de l'essai libre 1. Il n'avait pas eu le deuxième essai libre, il avait seulement eu la troisième. Donc ça explique un peu ça. Pour ce qui nous intéresse un peu plus, là, bien entendu, c'est les Ferrari. Pourquoi les Ferrari ont eu des problèmes, n'ont pas été aussi fortes qu'en Australie? Ben, je pense qu'à Suzuka, c'est peut-être un circuit qui leur sourit moins, qui rencontre moins les performances que Ferrari est capable de développer avec sa voiture. Il y a aussi le fait là, que dans les dernières saisons, montrer là, comment c'est compliqué là, de construire une Formule 1 qui est un tout, là, qui est capable de performer de tous ses points. Là. Il y a plusieurs petites caractéristiques qu'il faut réussir à faufiner pour en atteindre un peu la perfection. Là. Quand on prend pour esprit justement comme une RB19 la saison dernière ou une RB20 cette année, d'arriver là, ça a l'air souvent facile. Je fais souvent référence à ça, de dire pour certaines personnes, on pense que c'est facile, il y a une bonne voiture, on est rendu là, on a AJ Newey capable de tout, mais il y a plusieurs départements à ça, puis il y a plusieurs petites sections qu'il faut réussir à maîtriser. Une des sections qui causait problème chez Ferrari la saison dernière, puis depuis plusieurs saisons en F1, c'est que on avait une usure prématurée sur les gommes. Donc normalement, ce qui égale une usure prématurée, c'est que la température monte trop rapidement dans les pneus et vient les user, les faire fondre. Quand on est en qualification, d'avoir une température qui monte rapidement, eh bien, ça vient aider. C'est ce qui venait là. On est capable de jouer avec ça et d'en soutirer des performances. Parlez-en avec Az la saison dernière, qui était capable en qualification de se faire justice, signer des bons temps. Puis aussitôt qu'on arrivait en course, après 5-6 tours, il n'y a plus rien qui tenait. Les gommes avaient fondu. On n'était plus capable d'avoir la performance. On faisait que perdre des positions dans le peloton. Du côté de Ferrari, eh bien, c'était un peu plus équilibré. On trouvait une façon de mieux contrôler ça. Mais rappelez-vous qu'en qualification, on était très très fort. Puis en course, bien, souvent, on était toujours soit la deuxième, troisième, quatrième écurie. On n'était jamais capable de rivaliser avec une Red Bull. Et bien là, cette saison-ci, on a bien fait notre travail. On a décidé de se concentrer et d'aligner plus nos performances sur les week-ends de course, mais sur le dimanche et non le samedi. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit faut contrôler, faut attaquer notre problème de pneumatique. Donc là, maintenant, c'est mission réussie. Les problèmes, les gommes chauffent moins rapidement. Sauf que ça vient nous causer des problèmes en qualification. Du moins, c'est ce que Charles Leclerc expliquait, que ces gommes montaient pas assez rapidement en température et quand on avait besoin de soutirer la performance, d'en extraire toute l'adhérence du caoutchouc, eh bien là, elle n'était pas à point. On n'était pas dans la bonne plage de température. Il n'était pas capable de performer quand c'était le temps. Du côté de Sainz, ça en est mieux tiré. Sainz, depuis le début de la saison, là, il est vraiment en feu. On sait que le fait qu'il se cherche un volant, eh bien, il a haussé son jeu d'un cran. Eh bien, lui, il a réussi quand même à bien s'en tirer, mais c'est notamment un problème qu'il a souligné aussi, que c'était très difficile de trouver la bonne plage de température et d'aller chercher, de soutirer l'adhérence de nos gommes. Donc ça, c'est la petite problématique qu'on a là à corriger chez Ferrari pour l'instant, mais je pense que si on avait à choisir de dire est-ce qu'on veut retourner à la saison dernière où on était capable d'être très dominant en qualification puis on n'était pas capable de compétitionner en course, mais du moins de se faire justice ou de rivaliser en frais de usure des gommes, je pense qu'on choisirait de conserver ce qu'on a cette saison. Je pense que c'est beaucoup mieux d'être capable de performer en course parce que du côté de Red Bull, c'est ce qu'on mise depuis souvent. On dit, c'est sûr qu'il ne faut pas se faire trop mal le samedi non plus, il faut être capable de bien performer, mais si on est capable d'avoir une bonne voiture le dimanche, on est capable d'un peu de regagner des positions et de se faire justice. Là. Du côté de Ferrari, ça reste à faufiner, mais je pense que c'est un problème qui est plus facile à composer avec et à aller chercher des points que ce qu'on avait là par les saisons précédentes. Du côté de Verstappen, eh bien lui, il a signé un très bon temps.
aussitôt qu'il est sorti en piste, si vous vous rappelez, là, la saison dernière, il y avait eu une petite compétition entre lui et son ingénieur sur le fait est-ce qu'il était capable de produire un temps dans les 1,28. Il était le seul à l'avoir fait. Là. C'était un tour canon. Là. Un des meilleurs tours en Formule 1 qu'on a pu voir là, dans les années plus récentes. Là. C'était vraiment quelque chose. Si vous en rappelez pas, vous pouvez aller le voir. Là, c'est disponible sur YouTube. Son tour de qualification en Q3, son dernier lors des qualifications de 2023, c'est très dur à battre. Là. Surtout le secteur 1 était très impressionnant. Il avait réussi à descendre sous la barre des 1,29. Il était le seul d'ailleurs à avoir accompli ça. Il avait fait un tour en 1,28 2023, 1,28 877 qu'il avait fait. Tout le monde était très impressionné. Il était le seul à avoir fait ça. Tout le monde était là, oh, wow, wow. Puis c'était le plus grand écart depuis, justement, Michael Schumacher dans ses bonnes années chez Ferrari qu'il avait eu entre la première position et la deuxième position. Là, il sort samedi lors des séances de qualification. Son premier tour qu'il a accompli était justement dans les 1,28. Donc, on voit là l'amélioration d'une saison à l'autre. Justement, je l'ai sorti pour vous, là, pour vous donner une petite idée. En 2022, quand on a débuté la nouvelle réglementation avec l'effet de sol, eh bien, la Red Bull, c'était aussi Max Verstappen, parce que ça fait 3 années d'affilée qu'il signe la pole. Sa première pole qu'il avait eue en 2022 dans la nouvelle technologie, c'était un temps de 1,29,304. La saison dernière, je viens de vous le dire, 1,28 877. Donc, c'est quand même une très, très grande progression. 1,29 304, c'était le temps que les autres voitures tournaient environ. Là. Les autres voitures se sont tenues là dans les temps que lui avait fait en 2022. Puis en 2023, il avait réussi à franchir la barre des 1,29 en allant en 1,28 877, ce qui avait impressionné tout le monde. Cette saison, on est en 2024. On change, on modifie la voiture, on apporte une RB20, on continue de développer. Il fait un temps pour sa pole position de 1,28,197. Donc, c'est plus qu'une seconde d'amélioration si on suit à la première saison de la nouvelle génération de voitures en 2022 d'ici à 2024. On est rendu, là, on passe de 1,29,304 à 1,28,197. Donc, on voit qu'il y a clairement une progression chez Red Bull dans toutes les voitures, tous les temps où descendu, il n'y a pas juste le cas de Red Bull, mais qu'on est capable de gagner plus qu'une seconde depuis les débuts. C'est quand même des statistiques qui sont assez impressionnantes. On voit que les Formule 1 vont de plus en plus rapidement, qu'on a vraiment là, du côté de la RB20 continué de développer et de pousser les limites un peu plus loin. Parlant de pousser des limites, très impressionnant. Moi, j'ai été vraiment impressionné, en tout cas, par Sergio Perez. Sergio Perez, je ne m'attendais pas à ça lors du week-end. Normalement, vous savez, je le mentionne souvent, que sur les Grands Prix, avec des virages rapides, c'est pas son fort. C'est pas là qu'il brille le plus. C'est le roi des circuits urbains. Pourquoi? Parce que les circuits urbains, on a des virages lents. Et aussitôt qu'on commence à avoir un tracé avec des virages rapides, eh bien, c'est là qu'on perd Sergio Perez. C'est le contraire, c'est là qu'on voit Max Verstappen être capable de démontrer tout son talent. Donc ça vient, c'est un couteau à deux tranchants. Perez, dans ses performances, il commence à pâlir quand on a des virages rapides. Et Max Verstappen, lui, il commence à briller encore plus et est capable vraiment de démontrer tout ce qu'il sait faire. Donc, à ce moment-là, l'écart vient encore plus grand sur ce type de circuit-là. Suzuka fait partie de ça. C'est là, normalement, qu'on voit un grand écart. Comme je vous mentionnais là, avec ce qu'on avait eu, les chiffres de la saison dernière, normalement, c'est là qu'on voit là, que ça vient vraiment partager les deux. Mais c'est pas ce qu'on a vu en fin de semaine. On a vu Sergio Perez être capable de suivre Verstappen dans le secteur 1, le secteur qu'il maîtrise, même un secteur que certains journalistes ont dit qu'il devrait être rebaptisé le secteur Max Verstappen, tellement que c'est impressionnant de le voir là. On a vu Sergio Perez être capable. Là. Il a fait ses devoirs, il a sûrement réécouté des vieux vidéos, il a sûrement regardé les données, regardé ce que l'autre faisait en simulation, avoir accès à la télémétrie pour vraiment préparer, lui, en compagnie de son ingénieur, est capable d'arriver là. Parce que si tu veux battre ton coéquipier, si tu veux vraiment t'attaquer à Max Verstappen, il faut que tu regardes ce qu'il fait bien. Il faut que tu sois, si t'es pas capable de l'imiter, il faut que tu trouves une manière d'au moins l'égaler. Et c'est ce que Checo a fait lors du week-end. Il a été en mesure de l'égaler dans le secteur 1 et ça a tout changé là, pour le reste du tour, d'être capable dans cette portion-là qui est très rapide avec justement, on le mentionne, des virages rapides, d'être capable de l'égaler là, c'est venu vraiment équilibrer le tour et on a vu ça, là, ça a été très serré, ça a été une belle bagarre. Il m'a vraiment surpris. C'est ce qu'il se doit faire pour continuer, du moins sécuriser son volant chez Red Bull la saison prochaine. Il doit être capable de performer sur ce type de circuit-là parce que
Sur un championnat, il y a beaucoup plus de circuits avec des virages rapides que des circuits urbains avec des virages lents. Donc, si ta spécialité, c'est les virages lents et les circuits urbains, et tu n'es pas capable de te faire justice sur d'autres circuits avec des virages rapides, ben c'est sûr que tu n'es pas un pilote complet. Et normalement, sur une saison, là, tu vas être pénalisé et tu vas laisser des ouvertures à tes adversaires qui sont capables de performer sur ce type de circuit-là, de te rattraper, parce qu'ils ont beaucoup plus de terrain de jeu qui vont pencher en leur faveur, qui vont pencher en la tienne. Donc ça, c'est à travailler pour Sergio Perez. Puis je suis content qu'il a bien performé. Ça m'a rassuré pour un possible futur chez Red Bull. La saison est encore bien longue, mais c'est là qu'on voit, là, on en parlait en début de saison, que le fait que plusieurs pilotes, je pense qu'on est encore à 14 ou à 13, qui se retrouvent sans volant la saison prochaine, mais qui n'ont pas de contrat en poche pour la saison 2025, mais ça fait une grande compétition. Là. On se bat pour des points, on se bat pour des positions, puis on se bat aussi pour se faire valoir. On est tous en audition envers les autres écuries. Autant celles qu'on porte les couleurs, mais aussi les autres qui nous regardent. Fait que Perez, il sait, là, il est pas fou. Là. Il entend les questions que les journalistes lui demandent du côté de Sainz. Sainz performe très bien depuis le début de la saison. Si Sergio lève un peu le pied de l'accélérateur, une moins bonne performance, un petit peu comme il a eu en Australie, même s'il a eu un problème mécanique après avoir dépassé Alonso, à ce moment-là, ça ouvre la porte aux rumeurs de dire Carlos Sainz ferait un meilleur pilote que lui. Carlos Sainz remplirait plus les cases, serait capable d'accomplir mieux les tâches chez Red Bull. On devrait aller vers lui. Il veut pas laisser cette opportunité-là. Il veut montrer que non, moi je suis capable de livrer la marchandise. Vous n'êtes pas obligé de mentionner le nom d'un autre pilote. Moi je vais être là l'année prochaine et je veux continuer à me faire valoir et à accumuler des points pour l'écurie autrichienne. C'est avec des performances comme ça qu'il va réussir à accomplir ce qu'il veut de rester chez Red Bull. Et du côté de Carlos Sainz, ben lui, il répond aussi. Hein. On l'a vu, oui, une belle qualification. On va revenir aussi une belle course. Fait qu'à ce moment-là, ben, il continue de mettre la pression sur Perez. Je pense que mais ça vient jouer, ça tombe dans les mains de Red Bull, ça fait que tant mieux si Perez est motivé par d'autres pilotes qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres écuries, qui le forcent à performer et à accumuler des points pour eux. Je pense qu'il n'y a personne qui va chialer de ça, tout le monde va être heureux de ça, puis on va quand même continuer à analyser qu'est-ce qui est le mieux pour le futur de l'équipe. Fait que c'est un peu ça la situation là, depuis le début de la saison qu'on voit. Puis je pense que ça nous donne un bon spectacle là, parce qu'il y a plusieurs points qui fait que la compétition devient de plus en plus féroce. Petite dernière analyse là, pour terminer. Ben, je sais qu'on parle pas souvent de Haas, puis ça intéresse pas grand monde, mais c'est le fun un peu de savoir un peu l'idée du peloton. Du côté de Haas, on a eu énormément de problèmes dans le secteur 1. C'est ce qui a fait que on n'a pas été capable d'avoir un bon temps. Là, je pense que d'autres, je suis sûr qu'il y a sûrement d'autres raisons à ça, mais c'est le secteur 1, là, on était excessivement lent. Quand on n'est pas capable de maîtriser un secteur, on vient de le mentionner là, avec Perez, que c'est là justement qu'il allait chercher énormément de vitesse, mais du côté de Haas, on n'était pas capable. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vraiment là, ressortir. On a retrouvé rapidement l'arrière du peloton. Il y a 3 secteurs sur un circuit. Quand il y en a un qui devient une faiblesse, ben, c'est jamais une bonne nouvelle. Et c'était le problème pour Haas. C'est ce qui conclut les séances de qualification et l'analyse. Maintenant, passons au Grand Prix qui avait lieu dimanche. Dimanche, pour la première fois en 38 ans, le circuit de Suzuka au Japon était le théâtre d'un Grand Prix de Formule 1 en début de saison plutôt qu'à la fin du calendrier. Et c'est Max Verstappen qui a signé la victoire sans surprise. Il avait quelque chose à prouver. Il voulait retourner sur la série de victoires qu'il avait bâtie auparavant. Il a été très bon, encore une fois. Puis petite statistique comme ça intéressante, là, et du moins un peu farfelue. Il était sur une série de victoires de 9. Et le record, c'est lui qui l'a établi, là, il a dépassé 9 la saison dernière, mais le record qui datait avant ça, c'était Sébastien Vettel qui l'avait accompli. Il avait gagné 9 Grands Prix consécutifs, mais cette série de victoires-là s'était arrêtée en Australie, tout comme Verstappen, et c'était arrêté aussi par un bris mécanique sur sa Red Bull au 4e tour du Grand Prix d'Australie. Ce qui est arrivé la même chose là, aux Néerlandais lors du dernier week-end de course. Donc c'est un peu... on aurait voulu écrire ça, on n'aurait pas été capable, là, mais c'est ça. La même situation s'est produite, copier-coller, une série de victoires qui s'arrête à 9 après un bris mécanique au 4e tour du Grand Prix d'Australie. Et bien là, il est reparti, il a gagné, du moins pour bâtir une genre de série de victoires comme ça, ben, il faut commencer par une. C'est ce qu'il a fait au Japon devant son coéquipier. C'est aussi la première fois en Formule 1 qu'on a
4 doublés pour débuter la saison. On a eu un doublé Red Bull au premier Grand Prix, un doublé Red Bull au deuxième Grand Prix, au troisième Grand Prix, ça a été un doublé Ferrari, et bien là, au quatrième, on vient d'avoir un doublé Red Bull. Donc ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Ça aussi, c'est une statistique assez intéressante. On peut pas faire grand-chose avec ça, mais une fois qu'on le sait, on sourit et on passe à d'autres choses. Après ça, ben, Carlos Sainz, très belle course, troisième, encore une fois, je mentionnais là, dans le dernier bloc, il veut se faire valoir, il réussit, son audition est excellente pour le moment, il est sur toutes les lèvres, tous les directeurs d'écurie observent son travail, même s'il y en a qui n'auront aucune chance de l'attirer, mais du moins ceux qui veulent, qui ont l'opportunité de lui présenter une offre intéressante et surtout une bonne voiture, eh bien, il attire leur attention, que ce soit du côté de Toto Wolff, du côté de Christian Horner chez Red Bull, du côté de peut-être Lawrence Stroll chez Aston Martin. Toutes ces possibilités-là. Il y a toujours Audi aussi, mais je pense pas qu'Audi, c'est la place la plus attrayante pour l'instant pour lui s'il veut continuer, parce que aller chez Audi, ça serait sacrifier une saison, là. Du moins la saison 2025. Puis en plus, là, pour l'instant, là, quand on regarde, là, quand je dis aller chez Audi en 2025, vous aurez compris que c'est chez Sauber, hein, parce que le géant allemand ne fera pas son apparition dans le Grand Cirque avant la saison 2026. Donc, il y aurait une saison à sacrifier là, dans une écurie qui, pour l'instant, n'est pas capable de faire un arrêt au puits. Ça vous montre un peu... ça a été encore une honte là, au cours du week-end. Là. On est tout heureux, là, puis on se tape dans les mains quand on réussit à produire un arrêt au puits qui est pas qui est sous la barre des 5 secondes. Là. Ça, c'est un peu catastrophique. Là. Puis je veux rien dénigrer au sport du NASCAR parce que je pense que c'est totalement une autre profession. Puis j'admire ces gens-là là, qui œuvrent dans ce sport-là. C'est juste un autre sport. Là. C'est un autre game complètement. Mais des fois, ça ressemble un peu à ça, là, les arrêts au puits. Là. Quand on n'est pas capable de descendre en bas de 5 secondes, on fait des arrêts au puits de 10 secondes, 8 secondes, 9 secondes. Là. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas... ça rencontre pas les exigences de la Formule 1. Puis ça vient un peu décourageant là, pour les pilotes de savoir que tout ce que tu bâtis en piste va être détruit par des mécanos sans viser eux autres particulièrement, mais qui n'ont pas les outils nécessaires pour défaire tes pneus assez rapidement pour que tu puisses regagner la piste et continuer de compétitionner avec les autres. J'en avais parlé la semaine passée, puis j'ai cru bon revenir là-dessus là, parce que ça m'a encore fâché de voir que la situation, on va dire que ça s'améliore, mais ça reste inacceptable. Là. Fait que c'est ça. Pour revenir, Sainz, je pense pas qu'il voudrait aller sacrifier une année avec des gens qui sont pas capables de changer des pneus. Ensuite, Leclerc était derrière lui. Leclerc, une belle progression. Il partait plus loin. En qualification, ça n'avait pas été super bien. Donc, il termine quatrième. On va expliquer ça un peu plus tard. Là, je vais revenir avec ces analyses-là. Cinquième, Norris. Sixième, Alonso. Septième, Russell. Huitième, Piastri. Neuvième, Hamilton qui termine encore derrière son coéquipier. Tsunoda. Dixième, Hülkenberg. 11e, Stroll, 12e, Magnussen, 13e, 14e pour Bottas, 15e pour Ocon, 16e pour Gasly et Sargent qui ça avait l'air de faire un bon Grand Prix dimanche, j'attends qu'il commette une petite erreur et perde le contrôle et finalement termine dernier. Joe n'a pas pu compléter l'épreuve, il a eu un problème mécanique. Du côté de Ricardo et Albon, ils ont eu un accrochage au premier tour qui a été jugé un incident de course. Je pense que c'était le cas aussi. On pourrait se poser la question un peu pourquoi Albon a voulu tenter l'extérieur ou aller positionner sa voiture probablement trop large de ce côté-là, mais en même temps on se dit c'est un coureur automobile, si tu y vas pas pour l'opportunité qui se crée devant toi, est-ce que tu es vraiment encore un coureur automobile? Un peu pour paraphraser la phrase d'Ayrton Senna qui a déjà dit il a décidé d'y aller, il a décidé de prendre cette opportunité-là. Je pense que c'était pas la bonne décision, puis que maintenant, il le sait, mais ça se déroule très vite dans un départ. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent plus souvent qu'autrement, on juge que c'est des incidents de course dans le premier tour, parce que on est plusieurs voitures, on cherche tout à faire des gains, on cherche tout à protéger une position. Il y a des décisions qui se passent excessivement rapidement, puis à ce moment-là, ben, c'est possible de commettre une erreur, de pas savoir ce que l'autre va faire. C'est ce qui est arrivé. Daniel Ricciardo ne savait pas qu'Albon était à sa droite, il regardait plutôt à gauche, parce qu'il voyait que Lance Stroll aurait pu peut-être avoir la même idée qu'Albon, mais de l'autre côté en lui faisant à l'intérieur. Il voulait protéger cette position-là. Il regardait, il l'a pas vu du côté droit. Et même, je pense qu'il voulait un peu donner de l'espace à Stroll pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision dans le virage, mais il s'est pas rendu compte que Albon avait décidé de prendre cette position-là à côté de lui. Donc, ils se sont sortis les deux. On a retenu un peu notre souffle du côté de Williams. On avait déjà eu assez de bris mécaniques depuis le début de la saison. On l'a mentionné, on n'a pas de pièces de rechange. Donc, ça, toutes les fois qu'il y a un accident, ça cause des problèmes.
problème. Je pense que le cœur de James Valls s'arrête pendant un instant pour pas de châssis, puis s'il vous plaît, pas de châssis. À l'usine, ça a dû être la même réaction. On a passé les 2 dernières semaines à reconstruire le châssis de Albon, et puis là, on le voit impliqué dans une collision au premier tour du Grand Prix du Japon. Donc, on devait un peu retenir notre souffle, surtout qu'il faut retourner à tous les fois, là, partir. On a envoyé ça de l'Australie jusqu'en Angleterre. On a fait la réparation, on a renvoyé ça au Japon. Là, s'il faut renvoyer ça en Angleterre pour le retourner en Chine la saison suivante, ben, il y a pas la saison suivante, mais la semaine d'après, il y a des frais reliés à ça, puis il y a énormément de travail. Donc, c'est des situations qu'on veut essayer d'éviter. On s'est mis là-dedans chez Williams cette saison. On a cette problématique-là, puis on essaie de survivre, de garder la tête hors de l'eau avec tout ça, puis c'est pas évident. Ça va rester à voir là, au cours des prochaines semaines ce qui va se passer avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce week-end de course-là, pendant le Grand Prix? Eh bien, moi, j'ai observé encore une fois une erreur de McLaren qui m'a déçu. McLaren, j'en avais parlé la semaine dernière, l'autre semaine d'avant, lors du Grand Prix d'Australie, comme quoi que c'était venu nous coûter un peu le Grand Prix, qu'on avait décidé d'arrêter Oscar Piastri avant Lando Norris. C'est venu nous coûter une position. On aurait pu terminer deuxième. Norris aurait pu terminer devant Leclerc. Ça n'a pas été le cas. À cause de cette décision-là, on a fait rentrer Piastri avant. Après ça, quand même qu'on a voulu redonner la place à Norris en piste, le mal était fait. Et là, on dirait qu'on a décidé de faire le contraire. On a décidé qu'on voulait pas se faire prendre du tout. On a appris de notre erreur à moitié en disant on va rentrer Norris avant Piastri. Puis là, on a décidé de le rentrer, mais c'était trop tôt. On voulait se protéger, on avait un danger fantôme. Là. On s'est imaginé chez McLaren qu'il fallait protéger Lando Norris de George Russell. Mais George Russell n'était pas un danger pour Lando Norris. On était un peu paranoïaque là, du côté de l'équipe orange. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Puis ça rentre dans toute l'équation de bâtir une équipe gagnante. Je fais souvent référence à Red Bull, c'est parce que Red Bull est le standard maintenant en Formule 1. Avant, c'était Mercedes. Mercedes a monté les standards. Mercedes a forcé Red Bull à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis là, Red Bull va forcer les autres écuries à devenir ce qu'ils sont. Si vous voulez atteindre les notes de pouvoir gagner, si vous voulez avoir les notes de noblesse que Red Bull a eu réussi à aller chercher dans les dernières saisons, ben vous devez rencontrer leur standard. Puis leur standard, c'est de ne pas faire d'erreur dans des stratégies, du moins, pratiquement jamais on n'en fait pas. D'avoir pas de bris mécanique, puis d'avoir un des deux pilotes qui atteint pratiquement la perfection à tous les fois qu'il prend la piste. Mais là, ça, c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir un pilote, au moins un, qui est capable d'atteindre l'excellence week-end après week-end. Ça, je pense qu'on a ça. Là. En Norris et Piastri, on en a même deux. Là. On a deux pilotes qui sont capables de se faire justice semaine après semaine. Après ça, d'avoir une bonne voiture, être capable d'avoir une bonne conception. On nous l'a prouvé la saison dernière, on est capable de retourner une saison de bord, on est capable de développer, on est capable d'emmener la voiture vers des bonnes directions, sont là. Le bémol qu'on a là, du côté de l'écurie britannique, l'équipe orange, comme j'aime les appeler, orange papaye plus précisément, c'est le volet stratégique. Ça, on n'est pas là encore. L'erreur du début de saison avec Norris que je mentionnais, ça a coûté une position, on aurait pu terminer deuxième, on aurait pu empêcher un doublé Ferrari. Ça peut être important, ça, en fin de saison. C'est vraiment, on est derrière Ferrari pour l'instant au classement, puis là, l'écart s'est creusé énormément lors du week-end. Donc ça, il faut éviter ça. Si on l'a fait encore une fois, on a rentré Norris trop vite, on se disait qu'on évitait Russell, qui n'était pas une situation qui se présentait. C'était pas vrai, ce danger-là. Je sais pas où est-ce qu'on l'a vu. Puis c'est plus... Puis là, on a rentré, vous allez voir la situation, on a rentré Norris avant Russell parce qu'on voulait le protéger. Puis finalement, Russell a eu Piastri en fin d'épreuve. C'est Piastri qu'on devait sauver de Russell. C'est là, à ce moment-là, on devait peut-être rentrer Piastri avant Norris parce que lui, il est en danger. Puis on devait laisser Norris en piste parce que lui, il se battait contre les Ferrari. Ce que ça a donné, c'est que lui, il a rentré avant. Et puis, sa première arrêt au puits était 4 tours plus tôt que Carlos Sainz. Sa deuxième arrêt au puits était 10 tours plus tôt que Sainz. Ce que ça fait, ça, en bout de ligne, c'est qu'il se retrouve en fin d'épreuve avec des pneus qui sont 10 tours plus vieux que les adversaires avec qui il compétitionne. Sur un circuit où la dégradation des pneumatiques est très présente, c'est quelque chose qui est très important, mais ça paraît, ça. D'avoir des pneus là, qui ont 10 tours de plus en usure, là, ça vient peser dans la ligne, dans la balance. Et puis, c'est ce qui a fait que probablement Leclerc a réussi à passer
devant Norris en fin d'épreuve. Même si Leclerc est allé pour un seul arrêt, ça aurait fait que Lando Norris aurait été en bien meilleure mesure, en mesure de plus se faire justice s'il avait pu étirer un peu ses séquences avant ces arrêts au puits-là. Et même pour Sainz, il aurait été en mesure de mieux rivaliser avec Sainz. Oui, on parle de performance. Oui, on parle que Ferrari est supérieur en frais de performance pour la gestion des pneumatiques. Tout ça, je suis d'accord. Sauf que si on veut livrer une bagarre, il faut donner les outils à notre pilote pour être capable de les rencontrer le plus possible. On a vu Charles Leclerc faire des sacrifices, rester plus longtemps sur ses pneus. On a vu Carlos Sainz faire la même chose. On aurait dû tenter chez McLaren aussi d'étirer nos séquences, de ne pas faire ça aussi facile. Ce qu'on a eu peur, c'est de dépasser Russell en piste. On dirait qu'on est la seule écurie qui n'a pas compris que les Mercedes ne sont plus ce qu'ils étaient dans les dernières saisons. C'est faisable de les dépasser en piste. On a vu Sergio Perez, lors du week-end, dépasser Lewis Hamilton, puis dépasser George Russell. Oui, il est à bord d'une Red Bull, je comprends tout ça. On a vu Ferrari faire la même chose. Faire un arrêt au puits, puis ne pas se casser la tête avec les Mercedes, les dépasser après en piste. C'est ce qu'on n'a pas voulu faire chez McLaren. On a voulu jouer de prudence, puis on a voulu se battre dans les puits, puis à la place, on s'est fait battre sur la piste. Une place où on aurait dû aller compétitionner aussi. J'ai pas aimé cette décision-là, mais je pense qu'on a compris. On a compris qu'on a fait une erreur, puis on va continuer à essayer de bâtir là-dessus. On pourrait peut-être même voir des changements. On n'étire pas les décisions là, chez McLaren. Si on n'est pas content du département stratégique, on pourrait voir au cours des prochaines semaines quelques modifications là-dessus, si vraiment on identifie que le problème était là. Comme je dis, oui, il y a un écart de performance entre McLaren et Ferrari, mais tant qu'on va leur ouvrir la porte au niveau stratégique, ben cet écart-là va sembler pire. Il va sembler pire qu'il est vraiment. Fait que c'est ce qu'il va falloir corriger dans les prochains Grands Prix. Du côté de Ferrari, eh bien, c'est tout le contraire. Avant, c'est de eux qu'on parlait quand on parlait d'erreurs stratégiques, mais là, du côté du mur des puits, c'est beaucoup plus calme. On est plus à l'image de Red Bull. On est très focus, puis on focus beaucoup plus sur la course que sur les qualifications. On prend les bonnes décisions au bon moment. On a osé aussi quelque chose en laissant Leclerc. Ça a failli nous coûter là, parce que Leclerc était là tellement longtemps qu'il a fait une petite erreur à un moment donné. Mais encore là, j'ai aimé ce qu'on a opté. On n'a pas peur de prendre, vous vous rappelez là, la saison dernière ou les saisons d'avant, on posait des questions au pilote. Tu veux-tu rester là? Plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z. On posait des questions. Lui, il est en train de conduire une voiture à 300 km/h, c'est pas trop qu'est-ce que tu lui demandes, il n'y a pas les statistiques devant lui, c'est toi qui as tous les écrans, tous les ordinateurs devant toi, les données stratégiques, les programmes, tu as la météo, tu as tout pour prendre une décision, puis tu demandes au gars qui est assis dans un auto à 300 km/h, puis qui demande te rappelles-tu quand on a parlé avant hier du plan F, ça ferait-tu ton affaire si on le faisait là? J'ai aucune idée, là. Moi, je suis dans l'auto, là. Oui, non, je sais pas. Mais la seule chose qu'on peut demander au pilote dans ces circonstances-là, c'est est-ce que tu es correct sur les gommes? Qu'est-ce que ça a l'air? Le gars peut te répondre oui, ça va bien, laisse-moi là, ou tu sais, des choses comme ça. Mais quand on commande à lui demander de prendre des décisions, choisir des scénarios F, D, C, on fait plus ça, là. Pour l'instant, ça peut revenir, mais pour l'instant, on voit plus ça. On prend les bonnes décisions. On a décidé de laisser Leclerc en piste, puis on le fait remonter, on a gagné des positions, puis on est venu battre McLaren. Du côté, tant qu'à moi, on les a battus en performance, mais on a sécurisé cette victoire-là, la victoire contre une autre écurie, avec notre plan stratégique, la stratégie qu'on avait élaborée avant le Grand Prix. Donc, chapeau à Ferrari. On améliore des points. On a non seulement amélioré les performances, on a une meilleure voiture cette saison, on a une voiture qui mange moins rapidement les pneus, une voiture qu'on doit ajuster un peu pour les qualifications, mais qui nous donne, on est capable de gagner des positions en piste le dimanche. Ça, c'est très intéressant. On est capable aussi d'étirer des présences sur des pneumatiques, ce qu'on ne pouvait pas faire par le passé. Et en plus, on est capable d'être plus calme et de prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc, on a amélioré plusieurs points névralgiques dans une écurie de Formule 1. Donc, ça va très bien du côté de Ferrari. Ça fait longtemps qu'on n'était pas capable de dire ça, mais beaucoup de positifs depuis le début de la saison. J'espère que ça va continuer pour eux parce que c'est eux qui vont peut-être pouvoir compétitionner Red Bull en bout de ligne. Si c'est pas cette année, mais il reste une autre année à cette réglementation-là. Donc, ça pourrait être en 2025. L'arrivée de Lewis Hamilton, c'est peut-être pas pour rien qu'il a choisi de s'en aller là. Donc, ça peut être positif pour ce qui s'en vient pour l'écurie italienne, la Scuderia. Du côté de Sauber, je vous l'ai dit, là, ça c'est un fiasco. Du côté de
Ouais, ben, le pilote du jour. Le pilote du jour, pour ma part, moi, je l'ai donné à Charles Leclerc. J'ai trouvé que le fait qu'il a étiré ses médiums très longtemps, même si ça a failli lui coûter la course, il a fait une petite erreur à longue, mais ça, c'est normal là, quand on pousse aussi longtemps avec une gomme qui est pas fait pour ça. Mais je l'ai trouvé très bon, Charles Leclerc. Il s'est tiré dans le pied le samedi, il a récupéré sa course dimanche. Quand je dis tirer dans le pied, là, c'est plus que il a pas été capable de trouver vraiment comment faire performer sa voiture autant que Carlos Sainz. Il est sous pression, mais je pense que il a bien réagi, il a montré que c'était une belle gestion des pneus tout au long de la course. Donc, je l'ai donné à lui, mais il y a aussi une mention honorable à Yuki Tsunoda. Il était chez eux. Encore une fois, il a le dessus sur son coéquipier Daniel Ricciardo. Depuis là, la première course où il avait eu l'air vraiment instable, encore une fois, avec son comportement, là, il a vraiment compris. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu lui expliquer que, écoute, t'as peut-être pas compris, mais t'es en audition présentement chez Red Bull. Peut-être, même si t'es pas souvent mentionné, mais donne-leur donc une opportunité de voir autre chose que quand tu cries dans le micro ou que quand tu fais le fou une fois qu'un Grand Prix est fini puis que tu rases d'arracher une roue à ton coéquipier. Montre-leur ce que tu sais faire en piste. Moi, j'ai toujours dit, là, Yuki Tsunoda, tu sais, des fois on dit c'est un diamant pur. Ben lui, c'est peut-être un diamant, mais il est rough. Faut le polir. Là. Il y a du talent, mais moi je trouve toujours que ça a l'air dangereux quand on le voit en piste. Là, je l'appelle le cascadeur, là, c'est le surnom que je lui donne parce que tout ce qu'il fait, là, aussitôt qu'on le voit sur une piste, on voit que c'est toujours dangereux, mais il est rapide. Puis ça s'apprend pas. Être rapide, tant que t'es rapide en Formule 1, t'as des chances de te faire valoir, t'as des chances de récolter des points, et c'est ce que Yuki Tsunoda a. Donc, s'il est capable de travailler tous ces côtés-là, là, des choses qui s'apprennent, mais lui, il a déjà ce qui s'apprend pas, c'est être rapide. Donc, toutes les petites choses qui entourent ça, c'est capable de travailler là-dessus, ben il va pouvoir conserver son poste en Formule 1 et peut-être être capable de progresser, qui sait, peut-être un jour aller chez Red Bull, même si j'en doute, mais se trouver un autre volant ailleurs, dans une autre écurie compétitive, ou même rester là, puis évoluer avec la Racing Bull. Dans les mentions honorables aussi, Sergio Perez, je l'ai mentionné pour les qualifications, il a été excellent, il m'a surpris, mais aussi durant la course, ses deux dépassements dans le 130R, autant sur le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, que sur George Russell, c'était très impressionnant. C'est toujours, ça donne toujours des frissons là. C'est un virage qu'on peut dire qui n'est quasiment pas un virage, puis ça passe là à pleine vitesse. Donc, de positionner sa voiture côte à côte dans le 130R, ça demande énormément de courage. Sergio Perez, on le sait, c'est un gars courageux, on peut pas lui reprocher ça. C'est ça, il a complété. Donc, j'ai trouvé que c'était très beau de sa part. C'était un bon week-end en ensemble. Il y a eu une petite erreur au début. En début d'épreuve, il a failli perdre le contrôle. C'est ce qui a donné un très gros écart à Max Verstappen, qui lui n'en fait pas d'erreur. Ça, mis à part là, cette petite frasque là, puis minime, mais le reste c'était pratiquement un week-end parfait, ce qui est très rare normalement pour Sergio Perez dans un week-end de connaître des week-ends qui frôlent la perfection. Ça arrive pas souvent. Plus souvent qu'autrement, là, durant une saison, on est capable de décider des petites erreurs à certains moments, à chaque petit moment dans un week-end, mais là, c'était pas le cas. Là. Si on passe l'éponge sur ce qui s'est passé en course, là, la petite roue à l'extérieur du vibreur, le reste, ça a été vraiment le plus près de la perfection qu'on a vu de la part du Mexicain là, depuis longtemps en F1. Donc, très positif s'il veut conserver son volant dans l'écurie autrichienne. C'est ce qui complète le Grand Prix de Suzuka. Maintenant, passons aux questions. La première question nous vient de Michel qui nous demande: êtes-vous en mesure de m'expliquer l'origine du surnom Checo que l'on donne au pilote Sergio Perez? Eh bien oui, Michel, tout d'abord, sachez que cela n'a aucun lien avec son comportement, avec ses caractéristiques physiques ou sa carrière de pilote automobile, et ce n'est pas non plus un surnom, mais plutôt un diminutif qui existe dans la culture mexicaine pour les gens qui s'appellent Sergio. Donc tous les Sergio sont des Checo. Et la prononciation est bien, comme vous l'avez écrit, Checo et non Chico, comme on peut parfois entendre. La deuxième question nous vient de Étienne qui nous demande: savez-vous pourquoi le Grand Prix du Japon est aussitôt dans la saison? Normalement, on le retrouvait à la fin du calendrier. Eh bien oui, Étienne, ça fait partie de cet engagement que la Formule 1 a pris afin de diminuer son empreinte carbone, une initiative qui est grandement saluée autant par les pilotes que les écuries qui avaient souvent à composer avec des horaires difficiles et des déplacements très peu stratégiques. On pouvait se retrouver sur un continent, voyager à l'autre bout du monde pour y revenir quelques semaines plus tard. Donc en plus de faciliter la vie des participants, on aide aussi à préserver notre planète. Voici ce qui conclut notre épisode du lundi 8 avril. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai deux de nos collaborateurs afin de discuter de différents sujets. D'ici là, merci de faire confiance à F1 Podcast et bonne semaine!